Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Cela fait bientôt 30 ans que les victimes de l'amiante attendent un procès et ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Vendredi dernier, le tribunal correctionnel de Paris a rejeté une demande de procédure instituée par environ 2000 victimes. Le procès visait 14 personnes, 14 hauts fonctionnaires suspectés d'avoir reporté l'interdiction de l'amiante sous la pression de lobbies industriels. Le tribunal correctionnel a estimé que la procédure de citation directe lancée par les victimes ne pouvait être recevable en raison de son imprécision. Alors comment expliquer cette absence de procès sur le scandale de l'amiante presque 30 ans après les faits? On en parle ce matin avec Michel Parigot. Bonjour Michel Parigot. Bonjour. Alors vous êtes donc président du comité anti-amiante Jussieu, vice-président de l'AVA, l'Association nationale des victimes de l'amiante et autres polluants. Alors peut-être pour commencer de parler de cette affaire, je vais vous proposer de revenir sur ces histoires de l'amiante, parce que c'est un problème qui dure depuis vraiment plusieurs décennies. Donc cette amiante, on a appris très tôt qu'elle était toxique et cancérigène. Alors pourquoi autant de temps entre ce constat de son caractère cancérigène et son interdiction? Alors effectivement, on connaît tous les risques. On sait que c'est cancérigène depuis, on sait presque tout depuis 1960. Et à la fin des années 60, enfin au milieu des années 70, fin des années 70, on commençait à avoir des évaluations sur le nombre de décès. Et en particulier au tout début des années 80, on savait que ça se chiffrait en France. Ça se chiffrerait, si on continuait, en dizaines de milliers de morts. Et à ce moment-là, un certain nombre de pays se sont orientés à la fin des années 70 pour interdire complètement l'usage de l'amiante. Et c'est là où les industriels avaient commencé à s'organiser au plan international. C'est une industrie qui était organisée au plan international, donc c'est déjà quelque chose de particulier à l'époque. Et là, en France, ça a été panique et ils ont décidé de s'organiser pour éviter l'interdiction de l'amiante et aussi éviter toute mesure de protection qui les dérangerait, etc. Et ce, en toute conscience de ce qui se passait, avec un certain cynisme, c'est-à-dire on le retrouve dans les textes. Il savait qu'il y aurait une interdiction de l'amiante. L'objet, c'était de le reculer le plus longtemps possible. Il savait que c'était inévitable compte tenu des risques et du nombre de morts que ça allait faire. Mais c'était une question de profit. Et là, ils ont mis en place, en France, une organisation très particulière qui s'appelait le Comité permanent amiante, qui était un organisme de lobbying. Et ça a été en France l'organisation de lobbying la plus sophistiquée qu'il y ait eu. Donc l'originalité de cette structure de lobbying, une structure de lobbying normalement c'est quelque chose qui va agir sur les pouvoirs publics pour les orienter, les influencer sur le Parlement, on en a beaucoup des structures de lobbying qui font ça. Mais là, ils ont réussi à mettre dans la structure de lobbying les hauts fonctionnaires qui étaient en charge du dossier dans les ministères. C'est-à-dire qu'ils se réunissaient ensemble, entre 10 et 20 fois par an, dans le cabinet de lobbying pour décider de la politique menée en France en matière d'amiante. Et ces faits-là, vous avez rassemblé des preuves pour le prouver? Vous avez réussi à le prouver, vous avez des preuves pour l'avancer? On a toutes les preuves. Bien sûr. De cela. On y a beaucoup travaillé dans des recherches de documents, j'y reviendrai, parce que la justice ne l'a pas fait. Donc nous, on l'a fait. Et on a beaucoup plus de preuves que ce que la justice avait trouvé en 25 ans. Et pour parler un petit peu de chiffres, là, pour mesurer un petit peu le danger de l'amiante, voilà, donc je crois que c'est 35 000 décès entre 1965 et 1995, c'est bien ça? À peu près? Oui, plusieurs dizaines de milliers. Il faut savoir qu'on est sur des évaluations. Oui. On est sur des évaluations et les évaluations, donc, par exemple, actuellement par an, on est à plus de 3000 décès. C'est des évaluations tout à fait officielles.
par an dû à l'amiante, essentiellement par 2 cancers, le cancer bronchopulmonaire qui n'est pas spécifique et puis un cancer spécifique de l'amiante qui s'appelle le mésothéliome. Et globalement, on a des évaluations. La dernière, qui date de plus de 10 ans, disait entre 140 000 et 180 000 décès à la fin. Il est absolument clair qu'on sera à plus de 200 000 parce que ça continue en fait d'augmenter. Alors ça continue d'augmenter parce que, vous voyez bien, entre le moment de l'exposition et le moment où se déclare un cancer, il va se passer plusieurs décennies. C'est ça le problème des cancérogènes. Donc les gens vont avoir leur cancer entre 20 et 40 ans après l'exposition à l'amiante, voire plus. Bien sûr. Et donc là, ça fait depuis 1997 que l'amiante est interdite en France. Et depuis 1997, toujours aucun procès n'a été, pour l'instant, accepté par la justice. Alors comment vous expliquez ce retard de la justice ? Alors, c'est vrai, donc les premières plaintes ont été déposées en 1996 et certaines sont toujours à l'instruction. Enfin, quand je dis à l'instruction, je devrais dire à l'instruction entre guillemets, parce qu'on ne cherche rien, on n'instruit pas. Le jeu étant de repousser toutes les choses le plus possible. C'est quand on ne peut pas faire de non-lieu, de repousser par des astuces de procédure, de telle sorte que tous les responsables, parce qu'on est sur des faits très très vieux, vont être décédés ou séniles ou voilà, et il n'y aura pas de procès. Donc c'est ça la stratégie. Alors pourquoi c'est comme ça ? C'est amusant parce que ça n'était pas exactement ça au début, hein, et c'est là où c'est important. Il n'y avait pas vraiment d'obstacle à ce qu'il y ait des procès d'entreprises, de chefs d'entreprise, etc. Mais c'est précisément au moment où la juge d'instruction qui était en charge du dossier, disons à partir de 2005, a voulu instruire les responsabilités nationales, celles de ce comité permanent amiante, de cette structure de lobbying, des hauts fonctionnaires finalement en question, que le parquet notamment, donc le procureur, la partie de la justice qui est dépendante du pouvoir politique, a décidé de mettre tous les obstacles parce qu'il ne voulait pas qu'on mette en accusation un certain nombre de hauts fonctionnaires. Il faut dire qu'il y en avait qui avaient fait une carrière politique ensuite, dedans, très importante. Dans les personnes qui sont mises en cause ici, il y a quelqu'un qui a été ensuite secrétaire général adjoint de l'Élysée, qui a été membre du Conseil constitutionnel, qui a dirigé la section contentieux du Conseil d'État. On voit bien qu'on est sur des personnes importantes. Et ça, il n'est pas question de les juger. Voilà, c'est ça le fond qui fait que tout a été bloqué, retardé dans tous les sens. Si ça avait été seulement des chefs d'entreprise, ça ne dérangeait absolument personne et il y aurait eu un procès. Mais sauf que dans cette affaire, c'est pas le cas. Les responsabilités, elles sont pas là. Les responsabilités principales, c'est pas tous les chefs d'entreprise de France et de Navarre qui n'auraient pas respecté la réglementation qui de toute façon n'existait pas vraiment. C'est cette structure de lobbying avec les hauts fonctionnaires qui étaient dedans, qui travaillaient dedans et qui ensuite, les décisions qui étaient prises dans la structure de lobbying étaient appliquées dans les ministères. C'est bien ça qui est à l'origine de cette catastrophe sanitaire en France. Bien sûr, et jusqu'à cette dernière décision donc, du tribunal correctionnel de Paris vendredi, qui a rejeté la demande de procès en invoquant des imprécisions. Et c'est curieux parce que c'est un concept juridique qui n'était pas encore apparu. C'est un concept qui est assez flou encore dans le droit, l'imprécision. Bien sûr. Alors, on peut invoquer, quand on fait une citation directe, et d'ailleurs dans d'autres contextes, le fait que quelque chose est imprécis et que, en vertu du fait qu'il est imprécis, parce que c'est ça le fond du problème, l'adversaire, la personne mise en cause ne pourrait pas se défendre parce qu'elle ne sait pas ce qu'on lui reproche. Écoutez, dans cette affaire-là, pour le dire de façon humoristique, c'est grotesque quand même. C'est complètement grotesque. On a défini un standard qui ne s'applique à aucune citation directe, un nouveau standard, je dirais, de la précision qu'il faudrait apporter au stade du dépôt de la citation, parce qu'il y a encore des débats, il y a des choses. Alors là, on tranche bien avant, en amont, et on dit c'est pas suffisamment précis. Et évidemment,
on peut faire ça puisque la notion d'imprécision, elle n'est pas définie, effectivement. La notion d'imprécision est elle-même absolument imprécise. Donc le tribunal peut arriver à faire ça. Alors on pourrait faire appel d'une telle des décisions, mais c'est pas ce qu'on va faire. En fait, on va redéposer une citation en répondant qui a été qualifié d'imprécision par le tribunal. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans cette affaire, donc ça n'empêche pas du tout de faire une citation directe. Ça n'empêche pas d'avoir éventuellement un procès pénal à la fin. Ça retarde encore d'1 an. Or, notre problème, c'est que les personnes en question sont des personnes très âgées. À une exception près, sur les 14, ce sont des gens qui ont tous, bien sûr, plus de 70 ans, pour beaucoup d'entre eux, plus de 80 ans, et certains proches de 90. Donc on sait très très bien, si on regarde statistiquement, évidemment, on souhaite que nous, en particulier, que toutes ces personnes se portent bien, mais c'est pas ce qui se passe en général, et on sait très bien que les gens décèdent. Et dans le cours déjà de la procédure qu'on a mis en place, il y a une personne qui est décédée. Et donc, au bout du compte, tous ces gens vont décéder. Donc, si on fait traîner encore quelques années, il n'y aura plus personne à juger. Et c'est de cette façon-là qu'il n'y aura pas de procès pénal. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. Bien sûr. Et donc, vous avez encore un peu d'espoir pour juger. Alors, qu'est-ce que vous allez redéposer un procès, c'est bien ça ? Oui. Alors, peut-être qu'il faut que je dise quelque chose sur cette citation directe, parce que c'est une procédure donc un peu exceptionnelle, en tout cas dans ce contexte. C'est-à-dire qu'on avait ces instructions, donc la procédure normale, un juge d'instruction qui instruit, et puis qui sont complètement bloquées. On n'a pas fait un acte d'instruction depuis 2012. Vous voyez, plus de 10 ans, il n'y a pas eu un seul acte d'instruction. Enfin, d'acte d'instruction au sens de chercher des documents, des preuves de quelque chose, etc. Il n'y en a pas eu. Donc, on a décidé, nous, de contourner cette procédure et puis de faire ce qui s'appelle une citation directe. Donc, la citation directe, c'est vous désignez vous-même les responsables, vous allez au tribunal et vous apportez vous-même les preuves. Donc, ce qu'on a fait, c'est pendant, en gros, 3 ans, on a mis en place une équipe pour chercher tous les documents, toutes les preuves, et ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est que on en a trouvé beaucoup plus que la justice en 25 ans. Alors avec des moyens qui sont des moyens dérisoires. Nous, on ne peut pas forcer qui que ce soit à nous donner un document. On ne peut pas faire de perquisition, on ne peut pas, etc., etc. Mais simplement en analysant les choses, en allant chercher à l'endroit où il faut aller chercher, etc., on a été capable d'amener toutes les preuves pour traduire ces personnes devant un tribunal pour leur responsabilité. Et malgré tout cela, finalement, il n'y a toujours pas de procès. Merci beaucoup, Michel Parigot. On continuera évidemment de suivre ce scandale avec vous, d'essayer en tout cas de faire passer ces informations pour que l'opinion publique peut-être commence un peu à faire pression sur la justice. Je rappelle que vous êtes président du comité anti-amiante Jussieu, vice-président de l'AVA, l'Association nationale des victimes de l'amiante et autres polluants. Merci beaucoup et encore bon courage pour votre combat.